Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La nuit tombe sur la 6, quelque part entre Paris et Lyon. On est en 1966. Une famille s'est arrêtée sur une aire, pas pour admirer le paysage, pour vomir. Oui, vraiment, le père a voulu faire comme tout le monde. Une grande berline bien propre, coffre fermé, valise tassée, pique-nique coincé sous la lunette arrière. Résultat, la chaleur a tourné le saucisson, l'odeur a envahi l'habitacle, la petite a pleuré, la mère a juré qu'elle ne remonterait jamais dans ce cercueil à bagages. Et le père? Le père a ouvert le coffre comme on ouvre un frigo maudit. Il a vu un chaos de sacs, de couvertures humides, de nourriture tiède. Et il a compris un truc simple et violent. La France moderne roulait. Oui, mais elle roulait mal organisée, mal pensée, mal vécue. À 2 voitures de là, un autre couple, même autoroute, même été, ils ouvrent un grand haillon, tirent une banquette, retournent un siège, posent une nappe sur une planche, et en 30 secondes, l'auto devient salon, puis chambre, puis camionnette improvisée. Ils sourient, ils mangent, ils repartent, et le père qui vomit regarde ça comme on regarde une tricherie. Cette tricherie s'appelle Renault 16. Si vous êtes ici pour comprendre pourquoi la R16 est devenue une icône française, vous êtes exactement au bon endroit. Tout ce que son nom promet, elle l'a tenu, et si vous pensez déjà connaître l'histoire, attendez, parce que derrière cette voiture sage, il y a une peur industrielle, une urgence sociale et un pari presque obscène, transformer l'automobile bourgeoise en objet du quotidien, capable d'avaler la vie et ses mauvaises odeurs. Imaginez la France au tournant des années 60. Elle change de peau, les villes s'étirent, les périphéries gonflent, les routes s'élargissent, les autoroutes apparaissent comme des promesses d'été. Les foyers s'équipent, frigo, télévision, machine à laver, et bientôt, voiture. Pas une voiture de luxe, une voiture de famille, une voiture qui devient l'extension du logement. Un couloir roulant entre le travail, l'école, la campagne, la mer, les grands-parents. Et là, une question brutale se pose. À quoi ressemble la voiture d'une France qui part en vacances? Pas la voiture du dimanche, la voiture de la semaine entière. La voiture qui transporte des enfants, des courses, des outils, des valises, des poussettes, des chiens, des rêves. La voiture qui supporte les embouteillages, les pique-niques, les déménagements, les hivers humides et l'été collant. Or, au début des années 60, dans cette catégorie, on vous propose surtout 2 religions. La première, la grande berline classique. Long capot, coffre séparé, dignité sur 4 roues. Elle est rassurante, elle est sérieuse, mais elle a un défaut. Elle vit dans une logique de meuble. Tout est rigide, cloisonné, organisé comme un placard qu'on ne peut pas déplacer. Vous avez un coffre, point. Si la vie déborde, tant pis. La deuxième, la voiture vraiment avant-gardiste. Celle qui ose des solutions radicales, parfois géniales, parfois déroutantes. Elle fascine, elle divise. Et dans un pays où l'on veut du progrès mais aussi de la simplicité, beaucoup de familles hésitent. Elles veulent être modernes, sans se sentir cobayes. Renault, à ce moment-là, n'a pas le droit d'hésiter. Parce que Renault traîne une ombre, celle des grandes berlines qui n'ont pas su convaincre. Parce que l'image de marque doit monter, et vite. Parce que le marché se structure. La classe moyenne s'élargit, les cadres apparaissent en masse, les routes rapides donnent le goût des longues distances. La voiture familiale cesse d'être un luxe exceptionnel. Elle devient un outil qu'on juge sans pitié, et la France est cruelle avec les outils qui compliquent la vie. Ce que Renault comprend, avant beaucoup d'autres, c'est que la famille française ne veut pas seulement plus grand, elle veut plus intelligent. Les gens ne rêvent pas d'un coffre plus profond, ils rêvent d'un espace qui se transforme, d'un habitacle qui s'adapte, d'une voiture qui ne vous oblige pas à choisir entre emmener votre enfant ou votre valise.
Il faut se rappeler un détail. Ces années-là, c'est la montée des grands départs. Le pays s'invente un rituel collectif. Juillet-août, les nationales saturées, puis les premiers rubans d'autoroute, les arrêts sur les bas-côtés, les moteurs qui chauffent, les enfants qui transpirent et s'endorment, le père qui serre le volant comme s'il pilotait un bateau dans une tempête. Les voitures sont pleines, pleines au point d'être indécentes. On voit des berlines, avec des bagages attachés sur le toit, sous une bâche qui claque comme un drapeau de reddition. On voit des coffres qui ferment à peine, des portes qui forcent, des suspensions écrasées, et dans l'habitacle, les odeurs, l'essence, les sandwichs, les couches, le chien mouillé, la poussière. Ce mélange-là, vous ne l'oubliez jamais, ça colle à la mémoire comme ça colle au siège en Sky. Voilà le vrai cahier des charges du futur. Pas celui des ingénieurs, celui de la vie. Renault se retrouve donc face à une mission presque philosophique. Créer une voiture familiale qui ne soit pas une simple berline. De plus, mais une réponse à une France qui bouge, qui transporte, qui improvise. Et là, le besoin devient urgence, parce que le monde autour accélère. Les concurrents affûtent leur gamme. Les clients deviennent exigeants. Ils comparent. Ils veulent de la place, mais pas une péniche. Du confort, mais pas une voiture de notable. De la modernité, mais pas une usine à ennui. Surtout, ils veulent une voiture qui ne les humilie pas au quotidien. Humilier, c'est le mot. La voiture qui vous humilie, c'est celle qui vous oblige à sortir tout le coffre pour attraper un seul sac. C'est celle qui vous fait choisir entre un landau et un panier de courses. C'est celle où vous pliez la banquette et vous obtenez presque rien. Parce que le seuil est trop haut, l'ouverture trop petite, l'espace mal dessiné. C'est celle où vous vous sentez prisonnier de la carrosserie. Renault va décider de faire l'inverse. Une carrosserie au service de l'humain. Mais pour comprendre pourquoi cette décision est un choc, il faut se souvenir de l'étiquette sociale de l'époque. Une grande voiture, en France, doit avoir l'air d'une grande voiture. Elle doit respecter la silhouette de la réussite. 3 volumes, une malle, une posture. Le Ion, lui, évoque utilitaire, break, véhicule de commerçant, voiture pas chic. Et pourtant, la réalité des familles est déjà celle d'un utilitaire déguisé. Elles utilisent leur berline comme une camionnette, sans en avoir les avantages. C'est ici que l'histoire bascule. Renault comprend qu'il existe un vide, un espace mental. Une voiture bourgeoise par son confort, son niveau de finition, sa tenue, de route, mais populaire par sa capacité à avaler la vie quotidienne. Une voiture qui ne choisit pas entre élégance et praticité, qui mélange les deux, au risque d'être mal comprise. Ce mélange, c'est exactement ce qui peut créer un mythe ou un fiasco. Dans les couloirs, les réunions, les discussions, on sent une tension. Si Renault sort une grande voiture trop classique, elle sera comparée aux références établies. Et Renault n'a pas envie d'être le second choix. Si Renault sort une voiture trop étrange, elle risque d'effrayer ceux qui payent. Alors le besoin devient un pari. Inventer une nouvelle catégorie sans l'avouer. Une voiture qui, vue de loin, a la respectabilité d'une berline, mais qui, quand on la vit, révèle un secret. Elle est pensée comme un espace modulable. Une voiture qui ne se contente pas d'emmener la famille. Elle s'organise autour d'elle. C'est là que naît l'idée qui, rétrospectivement, semble évidente, mais qui, à l'époque, est presque un sacrilège. Faire une grande familiale avec un haillon, une silhouette qui suggère un seul volume, une arrière qui s'ouvre comme une bouche qui avale. Renault observe les usages. Les départs en vacances, les marchés du samedi, les artisans, les familles nombreuses, les déménagements de meubles légers, les étudiants qui transportent des cartons, les chiens et les vélos. On ne dit pas encore modularité comme un argument de marketing martelé. On dit « est-ce que ça rentre ?» et ce « est-ce que ça rentre ?» devient plus important que « est-ce que ça brille ?» Le besoin est aussi économique. Une voiture doit être rentable à produire et à vendre, bien sûr. Mais rentable, ça veut aussi dire séduire assez large. Or, la France n'est pas un pays uniforme. Entre la campagne, les banlieues, les centres-villes, les régions industrielles, les nouvelles zones pavillonnaires, les usages explosent. La voiture familiale doit être un couteau suisse.
Et Renault a un héritage particulier. Renault sait faire des voitures qui servent, des voitures qui entrent dans la vie des gens, pas seulement dans leur garage. Et la marque pressent que le futur n'appartient pas à la voiture statutaire, mais à la voiture habitable. Habitable. Le mot est important, parce qu'à cet instant, la voiture cesse d'être une machine. Elle devient un lieu où l'on mange trop vite, où l'on se dispute, où l'on s'embrasse, où l'on s'endort sur la route du retour, où l'on transporte un sapin de Noël dégoulinant de neige fondue, où l'on change un bébé sur une couverture, où l'on cache une bouteille de vin pour la rendre fraîche, où l'on pleure, parfois, après un enterrement, parce que la voiture est le seul endroit où l'on est seul. C'est ça que Renault veut capturer, l'intimité roulante. Et là, un détail technique vient se mêler à la sociologie, comme un twist discret mais décisif. La France se modernise, donc elle veut de la tenue de route, de la stabilité, de la sécurité de comportement. Les familles roulent plus vite, plus longtemps, les autoroutes pardonnent moins les voitures fatiguées. Les longues distances exposent les défauts. Une voiture qui tangue, qui fatigue, qui fait du bruit, qui se dandine sous charge, devient insupportable. Donc le besoin n'est pas seulement mettre plus de choses, c'est mettre plus de choses sans que la voiture se transforme en bateau. Et c'est là que Renault, plutôt que d'agrandir bêtement, va chercher une architecture, une manière de construire, qui maintienne l'équilibre. Une voiture chargée doit rester saine. Une voiture pleine doit rester confortable. Une voiture familiale doit être rassurante. La pression monte. Parce que Renault n'a pas droit à l'erreur. Ce modèle doit combler un manque, porter une image et ouvrir une route. Et pendant que les ingénieurs réfléchissent, pendant que les décideurs hésitent, la vie, elle, continue d'humilier les automobilistes. Les départs en vacances continuent de transformer les berlines en sacs à patates. Les coffres continuent de vomir des objets inutiles. Les banquettes continuent d'être des planches peu pratiques. Les gens continuent de se dire « Il doit bien exister une voiture faite pour ça ». Renault entend cette phrase comme une menace. Il doit bien exister. Si Renault ne la crée pas, quelqu'un d'autre le fera. Et Renault restera derrière, coincé dans le passé, condamné à vendre des voitures qu'on respecte sans les aimer. Parce que oui, on peut respecter une voiture, mais ce qu'on veut, c'est une voiture qu'on aime. Et l'amour, en automobile, naît rarement de la perfection froide. Il naît d'un détail qui vous sauve la journée, d'un geste simple, d'un espace qui s'ouvre, d'une banquette qui se déplace, d'un objet qui comprend vos besoins avant vous. Ce besoin-là va accoucher d'une voiture qui, plus tard, sera considérée comme évidente. Mais à cet instant précis, ce n'est pas évident du tout. C'est même risqué. C'est presque provocateur. Renault s'apprête à dire à la France « Votre grande voiture peut être pratique ». Et rien que ça, à l'époque, c'est un choc, parce que ça sous-entend une vérité que beaucoup n'osent pas regarder. La majorité des grandes voitures de la bourgeoisie ne sont pas faites pour la vie. Elles sont faites pour la représentation. Renault, lui, va choisir la vie. Et ce choix va créer un objet qui n'est pas seulement une automobile, c'est un symbole. Celui d'une France qui veut être moderne, mais pas prétentieuse. D'une France qui veut du confort, mais aussi de l'intelligence. D'une France qui veut partir loin, sans vomir sur l'aire d'autoroute. La suite, c'est le moment où l'idée devient matière, où l'on dessine, où l'on teste, où l'on se trompe, où l'on corrige, où l'on invente des solutions qui vont faire grincer des dents, et surtout, c'est le moment où Renault va prendre une décision technique et esthétique qui ressemble à une confession. On va faire une grande voiture avec un arrière qui s'ouvre comme un monde. Quand Renault décide de la faire, la question n'est plus « est-ce qu'on ose ?» C'est comment diable on ose sans se faire détester. Parce que l'idée, sur le papier, est presque insultante pour l'époque. Une grande voiture familiale, confortable, valorisante, mais avec un haillon, une modularité de break, une silhouette qui refuse le coffre séparé comme un vieux mensonge. Pour certains, c'est brillant, pour d'autres, c'est vulgaire. Et au milieu, il y a le plus dangereux, les indifférents, ceux qui pourraient hausser les épaules et passer à autre chose. Alors la conception de la Renault 16 va devenir une bataille d'équilibre, un numéro d'acrobate entre la tradition et l'avenir. Et cette bataille ne se joue pas dans les publicités, mais dans des salles où l'on parle à voix basse, avec des maquettes, des plans, des arguments qui sentent la sueur froide. Dans l'usine, dans les bureaux d'études, une phrase tourne comme un couteau.
On ne peut pas rater ça, parce qu'à ce niveau de gamme, on ne rate pas un modèle. On rate une décennie. Au début, le projet ressemble à un animal encore flou. Il a des contraintes, des rêves, des croquis. Il doit être plus haut qu'une berline sans paraître haut, plus pratique qu'un break sans paraître utilitaire, plus spacieux sans être un paquebot. Et surtout, il doit rouler comme une vraie voiture moderne, stable, saine, rassurante, même chargée jusqu'aux dents. Les ingénieurs s'attaquent d'abord à une évidence. Si on veut libérer l'espace, il faut repenser l'architecture. Le moteur, la transmission, le plancher, la façon dont la voiture porte la vie. On ne gagne pas de la place juste en étirant la carrosserie comme un chewing-gum. On la gagne en dessinant la voiture autour des gens, pas autour des pièces. Et très vite, le projet s'enfonce dans un paradoxe délicieux. Pour faire une voiture facile à vivre, il faut prendre des décisions techniques qui rendent la vie des ingénieurs plus difficile. On discute des portes, de l'ouverture du haillon, des charnières, de la rigidité de la caisse. Parce que oui, ouvrir l'arrière en grand, c'est magnifique pour charger une armoire ou un landau. Mais c'est un cauchemar pour la structure. Une caisse qui s'ouvre trop, c'est une caisse qui se tord. Une caisse qui se tord, c'est une voiture qui grince, qui vibre, qui vieillit mal. Et Renault n'a pas besoin d'un jouet. Il lui faut une grande routière qui encaisse les kilomètres comme une habitude. Les discussions deviennent presque violentes. Si on fait un haillon, ça va être une caisse à savon. Si on ne fait pas un haillon, on n'a rien inventé. Il faut donc renforcer, calculer, tester, recommencer. On apprend à écouter les bruits, à traquer les vibrations. Une voiture nouvelle, ce n'est pas seulement un objet qui roule, c'est un instrument qui doit sonner juste. Et l'habitacle, surtout, ne doit pas être une chambre d'écho du monde extérieur. La R16 devra avaler la route, pas la répéter. Pendant ce temps, les stylistes, eux, vivent une autre guerre. Ils doivent dessiner une silhouette qui, de profil, ne fasse pas fourgon. La voiture doit paraître fluide, presque élégante. Il faut une ligne de toit qui respire, un arrière qui ne tombe pas comme une falaise, une face avant qui impose le respect sans jouer au tyran. Et il y a un détail qui obsède. La voiture doit être moderne sans être agressive. Les Français aiment l'innovation, mais ils se méfient de la provocation. Ils veulent une voiture qui semble aller de soi, même si elle est révolutionnaire. Alors on travaille la finesse des montants, l'équilibre des vitres, la façon dont la lumière glisse sur les tôles. On cherche une voiture qui semble déjà familière au premier regard, et qui, au deuxième, révèle qu'elle est autre, comme un mensonge bien raconté. On y croit parce qu'il ressemble à la vérité. Et c'est là que la modularité commence à prendre la forme d'un théâtre. Imaginez une voiture comme un appartement transformable. Les ingénieurs jouent avec les sièges, les rails, les attaches. On déplace, on replie, on incline. On veut une banquette arrière qui ne soit pas une punition, mais une solution. On veut pouvoir agrandir le coffre non pas en cassant l'habitacle, mais en le reconfigurant, comme on pousse un meuble. Et au milieu de ces manipulations, une idée s'impose. Le haillon ne suffit pas. Il faut que l'intérieur comprenne la même logique. L'arrière doit s'ouvrir, oui, mais l'espace doit aussi se laisser modeler. La R16 doit devenir l'auto qui rend un service, sans qu'on ait l'impression de conduire un utilitaire. C'est là que naît l'un des gestes qui vont marquer les esprits. La banquette arrière pensée comme un élément mobile, capable de varier l'espace entre les passagers et les bagages, plutôt qu'un simple dossier qu'on rabat à moitié, avec une grimace. Une voiture qui se réorganise, c'est une voiture qui vous respecte. Mais un geste intelligent doit survivre au réel. Et le réel, c'est brutal. Boue sur les chaussures, sable sur les sièges, enfants qui tirent, valises qui cognent, chiens qui sautent, carton qui râpe les garnitures. Une innovation, si elle est fragile, devient une blague chère. Donc on renforce, on simplifie, on cherche des mécanismes qui ne se bloquent pas, qui ne grincent pas, qui ne cassent pas au troisième usage. Ce travail-là est invisible à la sortie, mais c'est lui qui, plus tard, fera dire « Cette voiture, on pouvait tout faire avec ». Le projet avance, et plus il avance, plus il ressemble à un pari. Parce que la R16 ne doit pas seulement être pratique, elle doit être agréable. Elle doit faire oublier qu'elle est pensée. Le conducteur doit sentir une voiture stable, douce, sûre, pas un concept sur roue.
Et dans les essais, les ingénieurs découvrent une vérité gênante. Une grande voiture chargée révèle vos erreurs comme une confession. La suspension trop molle, ça flotte. La direction trop légère, ça devient flou. Le comportement mal équilibré, ça fatigue. Sur autoroute, une voiture à peu près devient une voiture dangereuse. Alors on peaufine l'équilibre, on cherche une tenue de route qui rassure sans rigidité, le confort sans paresse. Ce type de compromis est une obsession française. La voiture doit être confortable, oui, mais elle doit aussi se conduire avec plaisir. Et Renault veut que la R16 donne aux familles une sensation nouvelle, celle de voyager sans lutter. Pendant ce temps, un autre front s'ouvre, le positionnement. Une voiture peut être techniquement géniale et commercialement suicidaire. Il faut décider ce qu'elle est et pour qui elle est. Si Renault la présente comme une berline classique, les gens vont demander « Pourquoi ce haillon ?» Si Renault la présente comme un break, les gens vont demander « Pourquoi cette allure de berline ?» C'est un piège. Définir la R16, c'est aussi risquer de la réduire. Alors, Renault prépare une stratégie presque narrative. On ne vendra pas une forme, on vendra une vie, une promesse d'usage, une façon de voyager, de transporter, d'habiter, mais là encore, le danger guette. Si vous insistez trop sur la praticité, vous perdez le prestige. Si vous insistez trop sur le prestige, vous perdez la nouveauté. Le marketing doit marcher sur une corde raide au-dessus d'un public qui juge vite. Et en coulisses, la concurrence observe. Parce que si Renault réussit, la catégorie va changer. Et si la catégorie change, tout le monde doit suivre. Les prototypes roulent. Et les prototypes, c'est la zone grise entre rêve et réalité. Ils ont parfois des détails étranges, des finitions approximatives, des solutions provisoires, mais ils révèlent l'essentiel. L'idée tient-elle debout? Sur certaines routes d'essai, on charge la voiture comme une caricature. Sac, caisse, poids mort, passagers, on veut simuler la vraie vie. Mais en pire, parce que la vraie vie, elle, ne vous prévient pas quand elle devient lourde. Et c'est là qu'un twist technique, discret mais décisif, apparaît dans l'esprit de ceux qui testent. La voiture n'est pas seulement spacieuse, elle est stable malgré l'espace. Comme si l'on avait réussi à faire cohabiter deux personnalités normalement incompatibles. La familiale pratique et la routière rassurante. Cette sensation-là, Renault la cherche comme on cherche de l'or. On sait qu'elle existe, mais on doit la rendre constante. La R16 avance vers sa naissance, et plus elle approche, plus elle fait peur. Parce que l'innovation a un effet étrange. Elle attire les journalistes, et elle attire aussi les moqueurs. On imagine déjà les titres. Renault invente la grande voiture à haillons, mais est-ce vraiment une berline? Une voiture de bourgeois, avec un coffre de marchand de légumes. On entend les rires, on voit les sourcils levés, et Renault doit anticiper une chose. Quand vous sortez une voiture différente, vous ne vendez pas seulement une machine. Vous vendez un changement culturel, et un changement culturel, ça se défend. Alors, on prépare l'apparition comme une entrée sur scène. On peaufinera les détails de finition, parce que le regard français est impitoyable sur la qualité perçue. On calibrera les options, les versions, l'équipement, parce que chaque client veut sentir qu'il a choisi la bonne. On travaillera l'ergonomie, les commandes, la visibilité, parce que le conducteur doit comprendre la voiture immédiatement. Pas apprendre à la dompter. La R16 doit donner l'impression d'être évidente, alors qu'elle est une rupture. Et cette rupture se cache dans une image, celle du haillon qui se lève comme une mâchoire. La voiture s'ouvre, et tout à coup, l'automobile cesse d'être un coffre-fort. Elle devient un espace accessible, un espace offert. Une dernière tension persiste, comme une aiguille sous l'ongle. L'identité. Renault veut que la R16 soit Renault, c'est-à-dire populaire dans le bon sens, intelligent, pratique, humain. Mais il veut aussi qu'elle élève l'image de la marque, donc la voiture doit avoir une forme de maturité, de sérieux, une capacité à être la voiture d'un cadre, sans perdre le cœur. C'est un mélange explosif. Dès qu'une voiture plaît au cadre, on l'accuse d'être prétentieuse. Dès qu'elle plaît au peuple, on l'accuse de manquer de prestige. Renault veut la case impossible, la voiture transversale, le pont entre les mondes. Et dans cette volonté, il y a quelque chose de profondément français.
l'envie de faire du moderne sans renier le quotidien. À mesure que le modèle se rapproche de la production, un phénomène apparaît. Ceux qui la voient en interne commencent à parler différemment. On n'entend plus seulement le projet, on entend la voiture, comme si l'objet avait pris vie, comme si l'idée, enfin, était devenue une présence. On la regarde et on comprend. Ce n'est pas juste une Renault nouvelle, c'est une proposition de société, une voiture qui dit « Votre vie mérite mieux qu'un coffre fermé et une banquette figée ». Et l'ironie, c'est que cette proposition va être jugée non pas sur ses calculs ou ses plans, mais sur une scène cruelle, le marché, les regards, les essais presse, les premiers clients, le bouche à oreille, les départs en vacances, les embouteillages, les parkings, les déménagements, la vraie vie encore. Là, tout se jouera. Et c'est là que l'histoire peut se retourner. Une innovation peut devenir une évidence, ou un rejet. La R16 arrive à ce point précis, où l'on ne peut plus reculer. La porte est déjà ouverte. Le haillon, déjà, est dans l'imaginaire. Et Renault retient son souffle. Parce que le public français, quand il adopte une voiture, ne l'adopte pas comme un objet, il l'adopte comme un membre de la famille. Il lui pardonne ses défauts, si elle rend service. Mais il la condamne si elle trahit. Et la R16 s'apprête à être testée comme on teste une promesse. Le jour où la Renault 16 se montre vraiment au public, il se passe ce phénomène que les constructeurs redoutent et désirent à la fois. La salle se fige, non pas parce que tout le monde est amoureux, mais parce que tout le monde cherche à classer l'objet et n'y arrive pas tout de suite. On tourne autour, on regarde l'arrière, on cherche le coffre, et on trouve un haillon. On hausse un sourcil, puis on ouvre, et là, le visage change. Ce n'est pas un coffre, c'est une ouverture, une bouche, une invitation. Une voiture qui ne protège pas ses bagages comme un secret, mais les expose comme un usage. Le premier choc n'est pas technique, il est intime. On comprend immédiatement comment on va vivre avec. Et ce genre de compréhension, sur un parking, vaut plus que 10 fiches techniques. Au début, les conversations sont pleines de petites phrases qui font mal et qui font rire. C'est une berline, mais on dirait un break. C'est pratique, mais c'est pas un peu bizarre. On dirait que Renault a oublié de finir le coffre. Et puis, très vite, une autre phrase remplace les moqueries. Attends, ouvre, regarde ça. Le marché, lui, ne pardonne pas l'hésitation. Il veut une histoire claire. Alors la R16 doit se défendre par les faits. L'espace, la modularité, le confort, la facilité de chargement, la capacité à avaler les kilomètres. Et la magie de la R16, c'est qu'elle ne convainc pas seulement par des arguments, elle convainc par des scènes. Scène numéro 1. Le samedi matin, devant un marché. Une famille gare la voiture, ouvre le haillon, sort une cagette, puis une autre, puis un panier, puis une poussette. Les passants regardent, pas par admiration, par jalousie. Parce que, soudain, on voit quelque chose qui manque aux autres voitures. L'absence de lutte. Personne ne se contorsionne, personne ne jure, rien ne tombe. Tout glisse. Scène numéro 2. Un déménagement d'étudiants. 3 amis, une armoire démontée, des cartons, une lampe, un tapis roulé. Avec une berline classique, c'est une opération militaire. Ça ne rentre pas. Avec la R16, c'est une négociation. On avance la banquette, on replie, on incline, on range, ça rentre. Et quand ça rentre, on rit. Et quand on rit avec une voiture, on l'adopte. Scène numéro 3, le grand départ en vacances. Autoroute, chaleur, air bondé. Les familles ouvrent des coffres, des portes, des galeries de toit. On voit des sangles, des bâches, des valises qui refusent de passer. Et la R16, elle, ouvre son haillon comme un rideau. L'arrière devient une scène. On sort les choses sans tout détruire. On récupère un sac sans vider le monde. Et ce détail, dans une France qui voyage de plus en plus, devient un pouvoir. Très vite, la R16 s'installe dans le paysage, non pas comme un objet exotique, mais comme une évidence nouvelle. On la reconnaît de loin. Elle a cette silhouette qui ne cherche pas à impressionner, mais qui impose doucement. Je suis là pour servir. Le public se divise en 2 espèces. Il y a ceux qui la regardent comme une trahison esthétique. Pour eux, une grande voiture doit avoir un coffre séparé. Point. Le haillon leur semble presque indécent,
Comme si on avait cassé la distinction entre la voiture respectable et la voiture utile. Ils craignent le mélange des genres. Ils craignent que la voiture bourgeoise devienne une voiture de course. Et puis, il y a ceux qui montent dedans, referment la porte et sentent immédiatement « ça va être la voiture de leur vie ». Parce que l'espace est clair, parce que la visibilité rassure, parce que la position de conduite donne l'impression de dominer sans arrogance, parce que la voiture semble pensée par quelqu'un qui a déjà vécu, la presse automobile, elle, fait ce qu'elle fait toujours. Elle essaie de mettre des mots sur une sensation, elle parle de confort, de comportement, de modernité. Mais le vrai verdict vient d'ailleurs. Il vient des conversations de famille. Tu sais, on a pu mettre la poussette sans enlever les valises. On a dormi dedans une nuit, on était coincé par la pluie. On a transporté un frigo, on a fait 1000 kilomètres sans être cassé. Et une voiture qui accumule ce genre de phrases devient une légende. Pas parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est présente. La R16 commence à s'imposer comme la voiture de la France qui travaille et qui part, de la France des cadres moyens, des professeurs et des ingénieurs, des représentants, des familles qui veulent une voiture sérieuse mais pas rigide. Elle n'a pas besoin d'être sportive pour être aimée. Elle doit être compétente. Et en France, la compétence crée la tendresse. Mais la célébrité n'est jamais tranquille. Plus la R16 s'installe, plus elle attire les attentes et donc les déceptions possibles. La vraie vie l'atteste sans pitié. L'hiver, la boue, le sel, l'humidité, le haillon s'ouvre et ferme des centaines de fois. Les mécanismes, les joints, les serrures, tout est mis à l'épreuve. Les familles ne traitent pas leur voiture comme un bijou. Elles la traitent comme un animal domestique. On l'aime, on la bouscule, on la charge, on la salit. Et la R16, justement, encaisse. Elle devient une complice. Sur route, elle révèle aussi une autre dimension. Ce n'est pas qu'une voiture pratique. C'est une voiture pensée pour les distances. Pour la France, qui se découvre grande, parce qu'elle roule plus vite, plus loin, elle devient une routière familiale, et ça, c'est un mélange rare. D'habitude, la praticité se paie par une sensation de mollesse. Là, on a l'impression d'une voiture qui sait faire les deux. C'est à ce moment-là qu'un twist culturel arrive. Un truc que Renault n'a pas totalement prévu. La R16 n'est plus seulement achetée par ceux qui ont besoin, elle est achetée par ceux qui veulent montrer une intelligence tranquille, une forme de bon sens élevée au rang de style. Parce que oui, en France, il existe un prestige particulier, celui de ne pas en faire trop, le prestige de la solution plutôt que de la démonstration. La R16 devient le symbole d'un statut discret. Je pourrais acheter une voiture plus ostentatoire, mais je choisis celle qui est meilleure à vivre. Et ce choix-là, dans les années 60 et 70, est une manière d'être moderne. Être moderne, ce n'est pas seulement briller, c'est s'équiper intelligemment. À mesure que les années passent, la R16 glisse dans toutes sortes de vies. On la voit sur des parkings d'usines, avec une caisse à outils dans le coffre. On la voit devant des écoles, chargée de cartables. On la voit à la campagne, avec des bottes pleines de terre à l'arrière. On la voit en ville, où son format reste gérable. On la voit dans des départs en vacances, où elle ressemble à un appartement roulé, et dans certaines histoires, la R16 devient presque un personnage. Il y a cet homme qui l'utilise comme bureau. Dossier à l'arrière, téléphone, carnet, manteau accroché, café renversé, il vit dans sa voiture plus qu'il ne vit chez lui. Et la voiture accepte tout. Il y a cette famille qui traverse la France sous la pluie, panne de chauffage, vitres qui se couvrent de buée, enfants qui se disputent. La R16 ne rend pas la scène joyeuse, mais elle la rend possible. Elle tient, et parfois, tenir est une victoire. Il y a aussi les moments plus sombres, parce qu'une voiture populaire, c'est une voiture qui traverse les accidents, les drames, les routes dangereuses. On ne parle pas de ça dans les catalogues, mais c'est là, dans la mémoire collective, la R16 vue sur le bas-côté, capot ouvert, fumée, légère, silhouette autour. La voiture de famille n'est pas seulement l'objet des vacances, elle est aussi l'objet des urgences. Et pourtant, malgré ces scènes, malgré l'usure et les kilomètres, la R16 garde une réputation, celle d'une voiture qui fait le travail, une voiture qui n'abandonne pas facilement, une voiture qui se répare, qui se comprend, qui se vit. Le marché, lui, répond. La voiture se vend.
Elle s'inscrit dans la durée, et la durée, en automobile, est le vrai test. Une voiture qui ne reste pas n'a pas de mémoire. Une voiture qui reste devient un décor national. Dans les années 70, la France change encore. Crise, tensions économiques, nouveaux comportements. Les gens deviennent plus attentifs à la consommation, au coût, au sens de leurs achats. Une voiture doit être raisonnable. La R16, paradoxalement, devient encore plus pertinente. Son intelligence d'usage s'accorde à une époque où l'on veut optimiser, rentabiliser, utiliser, et plus elle devient commune, plus elle devient évidente. Jusqu'à ce qu'un jour on réalise qu'elle a fait quelque chose de rare. Elle a modifié les attentes. Avant elle, une grande voiture familiale, c'était souvent confort et coffre, point. Avec elle, les gens commencent à demander « et la modularité, et l'accès, et la praticité au quotidien ?» C'est un changement silencieux, mais radical. Le plus spectaculaire, c'est la façon dont la R16 transforme le regard des autres constructeurs, parce qu'une innovation acceptée devient une obligation, et une obligation devient un standard. La R16 a ouvert une porte, et derrière cette porte, il y a une nouvelle manière de penser l'automobile familiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa popularité. Une voiture peut être aimée, puis oubliée. Une voiture peut être utile, puis remplacée. Pour devenir culte, il faut autre chose. Un héritage, une trace, une forme d'influence qui dépasse le produit. Et c'est là que la R16 va jouer son dernier acte. Celui où, même après sa fin, elle continue de hanter l'industrie et la mémoire française. Parce qu'elle n'a pas seulement transporté des familles, elle a transporté une idée simple, presque dangereuse. Une voiture peut être grande et intelligente sans être prétentieuse. Et cette idée, une fois qu'elle s'installe, ne meurt plus. Et puis, un jour, sans fanfare, le décor commence à bouger autour d'elle. La Renault 16 n'a pas disparu d'un coup. Elle a glissé. Comme un meuble qu'on ne remarque plus parce qu'il a toujours été là. On continue de la croiser, mais on ne la regarde plus avec la même intensité. Et c'est précisément dans ce moment-là, quand l'habitude remplace l'émerveillement, que l'on mesure la puissance d'un objet. Il a gagné, il a infiltré les attentes au point que son existence semble naturelle. C'est le sort étrange des vraies révolutions. Elles finissent par ressembler à du bon sens. Ce que la R16 a apporté à l'industrie, ce n'est pas seulement un modèle réussi. C'est une idée qui a contaminé le futur. La voiture familiale n'est plus un compromis entre bourgeoisie et utilité. Elle peut être les deux, et même elle doit l'être. Avant elle, une grande voiture, c'était une posture. Après elle, c'est un outil de vie, et un outil de vie, ça impose une nouvelle morale aux constructeurs. Si tu n'aides pas les gens, tu ne mérites pas leur argent. Le premier héritage, le plus visible, c'est cette évidence qui paraît banale aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était presque une insolence. Le haillon sur une voiture de standing, pas sur un utilitaire, pas sur une petite voiture de jeune, sur une familiale respectable, conçue pour rouler loin, vite, chargée. La R16 a normalisé un geste. Ouvrir l'arrière comme on ouvre une pièce supplémentaire, elle a fait comprendre qu'un coffre n'est pas un sanctuaire, c'est un espace, et qu'un espace doit se donner facilement. Le deuxième héritage est plus subtil. La modularité comme langage. Pas un gadget, un langage. Parce que la R16 ne s'est pas contentée d'avoir de la place. Elle a enseigné à une génération d'automobilistes une nouvelle manière de penser l'intérieur. Les sièges ne sont pas des objets fixes, ils sont des choix. L'espace n'est pas une donnée, c'est une configuration. Votre voiture peut être tour à tour, salon, soute, chambre, bureau, atelier, et une fois que les gens ont goûté à ça, impossible de revenir en arrière. C'est là que l'industrie a été piégée par la R16. Elle a élevé le niveau d'exigence sans le dire. Elle a rendu certaines contraintes anciennes inacceptables, elle a rendu ridicule des coffres trop petits, des ouvertures trop étroites, des banquettes inutiles. Elle a mis dans la tête des clients une phrase dangereuse pour les constructeurs. Pourquoi on ne fait pas comme ça, partout? Cette phrase-là est une bombe lente. Parce qu'elle transforme le marché, elle oblige les marques à repenser leur gamme, elle encourage des carrosseries hybrides, des silhouettes nouvelles, des solutions d'accès, des habitacles transformables, elle ouvre la porte, plus tard, à des formes qui deviendront incontournables.
grande compacte à haillons, familiale modulable, monospace, et toute cette galaxie de voitures qui se définissent par la vie qu'elles portent plutôt que par la pure tradition stylistique. Et ce n'est pas qu'une question de forme, c'est une question de philosophie industrielle. On dessine désormais l'auto autour des usages. À ce moment de l'histoire, on pourrait croire que la R16 a simplement inspiré des voitures. En réalité, elle a fait pire, ou mieux. Elle a déplacé la frontière du bon goût, parce qu'elle a aussi fait quelque chose de profondément français. Elle a rendu la praticité élégante, pas au sens luxueux, au sens digne. Avant elle, la praticité était souvent un aveu. Je conduis une voiture utile parce que je n'ai pas le choix. Avec elle, la praticité devient un choix intelligent. Je conduis une voiture utile parce que je comprends la vie. C'est un prestige nouveau, un prestige du quotidien. Et cette transformation culturelle est immense. Elle explique pourquoi, en France, certains modèles deviennent cultes. Ils ne sont pas seulement des produits, ils deviennent des manières d'être. La R16, dans ce sens, a créé une esthétique morale. Être moderne sans se déguiser. Être pratique sans être petit. Être confortable sans être arrogant. Elle a incarné une forme de sophistication discrète, presque pudique, qui parle très fort à l'âme française. Mais l'héritage ne se mesure pas seulement en idées, il se mesure aussi en blessures. Car la R16 a laissé derrière elle un problème étrange pour ceux qui l'ont aimée. Comment la remplacer? Quand un objet vous a servi trop bien, son successeur doit porter un poids invisible, celui de votre mémoire. Et beaucoup d'automobilistes ont vécu cette transition comme une séparation. La R16 n'était pas juste une voiture d'avant, c'était une voiture qui avait compris des choses, et quand elle s'est éloignée, certains ont eu la sensation que l'industrie redevenait froide, standard, marquetée. C'est un twist émotionnel. Le culte naît souvent au moment où l'on perd. Tant qu'on possède l'objet, on le vit. Quand on le perd, on le raconte. Et quand on le raconte, il devient plus grand que lui-même. C'est ainsi que la R16 est passée du statut de voiture familiale à celui de souvenir national. Elle a été l'auto de milliers de premières fois. Première autoroute, premier long voyage, première voiture sérieuse après des années. De petites autos, premier déménagement, première vraie liberté. Et ces premières fois, en France, s'accrochent à des objets comme des amulettes. Alors oui, elle a contribué à l'industrie, mais elle a surtout contribué à la mémoire collective, et cette mémoire a un goût très particulier. Celui de l'époque où la modernité semblait encore humaine, parce que la R16 appartient à un moment rare. Celui où la technique pouvait encore être vécue comme un progrès quotidien, pas comme une contrainte numérique. Elle a offert de l'intelligence sans exiger une formation. Pas de menu, pas de mode, pas d'écran. Un geste, ouvrir, plier, déplacer, charger, repartir. Un progrès tactile. Il y a aussi un héritage de méthode. La R16 a montré que l'innovation la plus puissante n'est pas forcément la plus spectaculaire. Ce n'est pas la puissance brute. Ce n'est pas le chromé. Ce n'est pas la promesse d'être le plus. C'est le fait d'être le plus adapté, et ça, pour un constructeur, c'est une leçon redoutable. Vous pouvez gagner le cœur du public, non pas en le dominant, mais en le servant mieux que les autres. On pourrait presque résumer l'héritage de la R16 en une image, celle d'une main tendue. Une voiture qui dit « Donne-moi ta vie, je m'en occupe ». Et cette promesse, pour être crédible, demandait une cohérence globale. Forme, habitacle, comportement, robustesse, usage. La R16 a été un ensemble cohérent, c'est cette cohérence qui la rend culte. Pas une seule caractéristique isolée. Avec le temps, la R16 devient un repère. On la compare, on la cite, on la cherche dans les petites annonces, on la restaure. On la garde comme on garde une photo de famille qu'on ne veut pas perdre, parce qu'elle raconte quelque chose. La France des 30 glorieuses finissantes, la France qui s'équipe, qui voyage, qui construit, des maisons, qui découvre les loisirs, qui vit la route comme une promesse de week-end. Et puis, il y a une autre dimension, presque secrète. La R16 a offert une définition française du culte automobile. Pas le culte de la performance, pas le culte de la rareté, pas le culte de la supercar inaccessible, un culte de l'usage, de la débrouille élégante, de la voiture qui a partagé la vie
C'est pour ça qu'elle reste spéciale en France. Elle n'a pas seulement été vue, elle a été vécue. Et être vécue, c'est plus fort que d'être admiré. Même aujourd'hui, quand on voit une Renault 16 sur la route, une survivante, parfois imparfaite, parfois restaurée, il se produit quelque chose. On a l'impression de revoir une époque où l'on partait en vacances avec une carte routière, où les enfants dormaient, sans ceinture dans des positions impossibles, où l'odeur des sandwichs était une fatalité nationale, et où la voiture était un espace commun, un petit monde fermé, plein de disputes et de rires. La R16 a absorbé cette époque. Elle en est devenue une capsule, et c'est là, finalement, que se trouve son héritage le plus puissant. Elle a prouvé que la voiture peut être un objet culturel sans être un objet de luxe. Elle a prouvé qu'une automobile peut devenir une icône, non pas parce qu'elle écrase les autres, mais parce qu'elle répond mieux à la vie. Renault 16. Un nom simple, presque administratif. Et pourtant, derrière, il y a une révolution douce qui a laissé une empreinte durable. Sur les carrosseries, sur les habitacles, sur les attentes, sur la façon dont une famille française imagine son automobile idéale. On pourrait croire que c'est juste une vieille Renault, mais non. C'est une idée qui roule encore. La modernité n'est pas l'excès. La modernité, c'est quand ça marche, quand ça sert, quand ça libère. Et quand on repense à cette ère d'autoroute où une famille suffoque dans une berline trop rigide, pendant qu'à côté, une R16 s'ouvre comme une pièce de plus, on comprend pourquoi elle est culte. Elle n'a pas seulement transporté des gens, elle a transporté une nouvelle façon d'être au volant, plus libre, plus pratique, plus humaine.